Salut les alcogeeks et bienvenue pour ce troisième numéro de l'histoire du MCU consacré au film Iron Man 2. Quand les gens parlent du succès phénoménal du MCU et de l'incroyable chemin parcouru jusqu'au film Avengers, ils oublient souvent une embûche sur la route, Iron Man 2. La suite des aventures de Tony Stark fut rapidement mise en chantier après l'énorme succès de Iron Man et la fameuse apparition de Nick Fury dans la scène post-générique. Le plan de Marvel Studios était donc d'approfondir cette idée d'un univers étendu, mais un agenda de production accéléré, des différents créatifs et des acteurs mécontents de leurs précédents contrats ont bien failli rapidement tout faire capoter. Le résultat est une suite loin d'égaler l'original qui, si on y pense, aurait pu avoir de bien plus fâcheuses conséquences sur la suite du MCU. Après que Iron Man soit devenu un succès mondial et que Robert Downey Jr. retrouvait une place de star du cinéma grâce au rôle de Tony Stark, mais aussi du film Tonnerre sous les tropiques, Favreau et Downey Jr. commencèrent à discuter d'ambitieuses idées pour Iron Man 2. L'un des arcs des comics qui les intéressait le plus était un démon dans la bouteille, tournant autour de l'alcoolisme de Stark. Un territoire bien familier pour le comédien, lui-même connu pour ses excès par le passé, qui ne plaira finalement pas vraiment à Marvel Studios, préférant éviter les sujets controversés. Après tout, ces films étaient supposés vendre des jouets. Mais il y avait un autre gros facteur de souci dans les premiers jours du film, le temps. 3 jours après que Iron Man soit sorti au cinéma en mai 2008, Marvel Studios annonçait Iron Man 2 pour le 30 avril 2010. Cela laissait donc aux équipes du film moins de 2 ans pour développer et écrire un script, effectuer le casting, tourner et enfin produire les effets spéciaux. C'est en partie pour cela que Favreau prit soin de bien négocier son retour sur la chaise de réalisateur pour finalement signer en juillet 2008. Tout juste sorti de Tonnerre sous les tropiques, sur lequel Downey Jr. avait travaillé avec Justin Theroux, le comédien poussa pour que Theroux s'occupe du script de Iron Man 2 et le projet commença donc sa mise en chantier. Cependant, lorsqu'il s'agit d'assembler le casting à nouveau, la tâche ne fut pas aussi aisée. Downey Jr. devait contractuellement revenir, il le fit donc sans souci, mais les négociations avec Terrence Howard, qui jouait le colonel James Rhodes dans Iron Man, échouèrent. Howard avait le salaire le plus élevé sur le premier film et fut également le premier comédien casté. Mais à l'époque, Marvel Studios était réputé pour être assez avare avec ses acteurs. Les détails des négociations de Howard pour Iron Man 2 posèrent donc problème. L'acteur indiqua qu'il fut licencié sans explication, allant jusqu'à dire que les contrats signés n'avaient visiblement pas de valeur pour Marvel. Mais d'autres rapports font état d'une version bien différente. D'abord, il y aurait eu des tensions sur le tournage du premier film entre Howard et Favreau, ce dernier étant mécontent de la performance d'Howard dans le film et devant souvent recouper des scènes ou les retourner. La rumeur veut que Theroux et Favreau avaient discuté de réduire le rôle d'Howard dans Iron Man 2 et que par conséquent, Marvel serait revenu vers lui avec une offre de salaire revue à la baisse. Néanmoins, Theroux s'était publiquement défendu de cette idée, clamant qu'il n'avait jamais été question de cela. Personne aujourd'hui encore ne sait qui a quitté la table des négociations le premier, mais le résultat reste le même, le rôle fut réattribué à l'acteur Don Cheadle. Howard n'était pas le seul acteur à rencontrer des problèmes avec son contrat durant le développement du film. En travaillant sur l'idée d'engager Samuel L. Jackson en Nick Fury, Marvel Studios décida de lui proposer un contrat sans précédent de 9 films. Jackson fut de manière compréhensible assez réticent au départ et les négociations avaient même été rompues. Je cite « À un moment, je me suis dit que non, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas être Nick Fury. » Il finit néanmoins par signer et à l'heure actuelle, les contrats de 6 à 9 films chez Marvel sont devenus monnaie courante, mais à l'époque, Jackson eut effectivement peur pour le futur de sa carrière. Et puis il y eut Mickey Rourke, à qui l'on offrit le rôle du vilain Whiplash, à la lueur de son incroyable comeback et de sa récompensée performance dans le film The Wrestler. Il refusa d'abord un cachet de 250 000 $ avant d'accepter une offre revue à la hausse, même s'il finira plus tard par le regretter, mais nous y reviendrons. Puisque Iron Man 2 était vu comme une pierre angulaire vers le film Avengers, Marvel voulut introduire le personnage de Black Widow. Les négociations débutèrent avec Emily Blunt pour le rôle, et cette dernière ne put finalement signer qu'en raison de conflits d'agenda, notamment à cause du film Les Voyages de Gulliver. Marvel se tourna alors vers Scarlett Johansson, et vous connaissez la suite. Le tournage débuta avec un script incomplet, ce qui causa encore plus de tension et de stress sur le plateau. Et bien qu'il était désormais connu de tous que Downey Jr. et Favreau passaient leur temps à réécrire le script du premier opus en plein tournage, ils avaient en ce temps-là le bénéfice du temps. Sur Iron Man 2, ils couraient littéralement contre la montre, et puisque Marvel souhaitait introduire de plus en plus d'éléments teasant les futurs films et intrigues, garder une certaine liberté d'écriture devint de plus en plus compliqué. Venons-en à Mickey Rourke. Les rumeurs disent que ce dernier ne s'entendait pas vraiment avec l'équipe du film, et qu'il se plaignait souvent du fait que la complexité de son personnage avait été complètement laissée de côté. Je cite le comédien. « Quand j'ai joué Ivan Vanko dans Iron Man, je me suis battu. Vous savez, j'ai expliqué à Justin Theroux, au scénariste et à Jon Favreau que je voulais apporter plus de profondeur, pas juste en faire un méchant russe en quête de vengeance. Et ils m'y ont autorisé. Mais malheureusement, Marvel ne voyait pas les choses comme ça et ne voulait qu'un vilain sans saveur.
Rourke cibla en particulier Marvel et Favreau, déclarant qu'il ne s'était pas battu pour un méchant plus complexe. Je le cite à nouveau. S'il te laisse jouer un Big Bad avec de la profondeur, une histoire, tu dois te battre pour ça, pour y apporter plusieurs couches. Mais si tu travailles pour le mauvais studio, ou disons-le carrément, un réalisateur qui n'a pas de couilles, alors tu ne feras que jouer le méchant. Donc si tu bosses pour un bon studio avec des cerveaux et un directeur qui en a dans le caleçon, c'est sympa, mais dans le cas contraire, on se retrouve avec ce qui s'est passé dans Iron Man. Mais bien que le développement et la production furent compliqués, la sortie du film ne le fut pas. La critique s'accordait bien sûr à dire que la suite n'était de loin pas aussi bonne que le premier, mais au final, ne fut pas aussi négative qu'on aurait pu le penser. Après tout, Marvel n'avait jusqu'à présent sorti que l'excellent Iron Man et le moins bon L'Incroyable Hulk. Ce film ne faisait donc pas suite à une longue route pavée de succès. Iron Man 2 débuta avec 128 millions de dollars sur son premier week-end, 5e plus gros démarrage du cinéma à l'époque. Il finira par empocher au final 623,9 millions de dollars dans le monde, mieux que les 585,1 millions du premier. En fait, après tous les déboires durant la production du film, la sortie de Iron Man 2 fut un énorme soulagement pour Marvel Studios. Et bien qu'il était clairement possible que le train du MCU déraille dès son troisième film, Marvel Studios bénéficiait d'un marché pas encore saturé, mais surtout de la présence de Robert Downey Jr. La semaine prochaine, sortez vos capes et vos épées car Heimdall nous ouvrira le Bifrost vers Asgard où nous plongerons dans les coulisses du tournage de la première aventure cosmique du MCU, le film Thor. Ciao ciao.